Pépito, question casse-gueule. Que pensez-vous tous ceux qui sont descendus dans la rue célébrer la mort de Jean-Marie Le Pen? Moi, je pense qu'on ne fait pas la fête sur un mort. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a été au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ça veut dire que personne ne l'avait, malgré son passé en Algérie, malgré ses condamnations, on avait jugé bon de lui interdire ça. Donc voilà. Donc, je trouve ça un peu abject d'aller sabrer le champagne. Alors je ne parle pas des messages de mort qu'on a eu derrière sur Marine Le Pen ou Bardella, mais bon, c'est comment dirais-je, c'est un petit peu malheureusement le symbolique et symptomatique de ce qui se passe en France aujourd'hui. Alexandre Nadalojo. Emmanuel Emega fait du bien à Strasbourg depuis son retour de blessure et notamment hier avec son doublé victorieux à Toulouse. Est-ce que les ultras strasbourgeois sont en deuil ou se sont mis au Prozac depuis hier? Pourquoi Emega se fait siffler juste à cause du fait que Strasbourg appartienne à la galaxie Bluco alors qu'il n'y est pour rien à cela en plus? Avec Silla, ça a été la grosse recrue de Bluco la saison dernière. Il arrivait derrière Diallo qui avait très bien performé. Sauf que bon, Diallo, c'était vraiment un avant-centre qui attendait le ballon devant le but et dont la participation au jeu était inexistante. Alors qu'Emega, physiquement, c'est une bête. Il court, il fait des appels, il se bagarre, il défend. Je l'ai vu sprinter à la 88e minute hier à Toulouse. Physiquement, c'est quand même un joueur qui est extrêmement dépensier en énergie. Et à partir de là, voilà, je trouve qu'on est terriblement injuste, je l'ai dit. Puis en plus, les faits me donnent raison, parce qu'il était blessé. Et quand il était absent, Strasbourg a perdu 4 matchs de suite. Et depuis qu'il est de retour, il gagne tout le temps. Donc ça ne peut pas être une conséquence. Maintenant, moi, les élucubrations et le comportement débile, pour pas dire scandaleux, des supporters strasbourgeois, enfin des UB 90, hein, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Voilà, moi je suis fatigué de parler de ça et voilà, ras-le-bol. Jean-David Bedel me dit « Ta première vidéo déconnectée a-t-elle été un succès pour toi? Vas-tu continuer ?» On a fait 40 000 vues, hein, enfin je crois, on est à 40 000 vues, ouais, c'est très bien. D'autant que elle a été quand même nichée entre la vidéo sur l'annonce du départ de Deschamps, puis les pronos exceptionnels, puis la Ligue 1. Donc elle n'avait pas non plus une espérance de vie très longue sur plusieurs jours. Écoutez, ça a l'air de vous plaire. Alors après, je suis bien conscient que on parlait de l'OM et que c'est encore une fois un sujet très fédérateur en France. On verra ce que ça donnera sur Arsenal jeudi prochain. Pierrick Liep me dit... Samba parti, Koutsanov quasiment à City, Danso annoncé dans plusieurs clubs, Lens affaiblit son gros point fort de ce début de saison, à savoir la défense, afin de renflouer les caisses. Afin de ne pas être trop perdant sur le plan sportif, Lens ne devrait-il pas recruter Mbemba, bon défenseur, mais qui ne devrait pas être retenu par Marseille? Il y a plein de clubs qui pourraient recruter Mbemba. Hein. Mbemba, il ferait du bien à quasiment tous les clubs de Ligue 1 en France, PSG mis à part. Je suis pas certain que Mbemba ait très envie de ça. Je pense qu'il a très envie de continuer à toucher son salaire à Marseille et d'être libre à la fin de la saison et de signer avec une grosse prime à la signature dans un autre club. Voilà, c'est un choix. Il aura fait une année blanche. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Surtout que je trouve que c'était un super joueur. Mais voilà, c'est dommage. Mais effectivement, il rendrait de grands services à Lens. Enzo Kwetmelek me dit « Tu as exprimé à plusieurs reprises que tes relations avec Kita étaient au point mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il s'est passé qu'un jour, au CFC, j'ai dit que c'était quand même pénible d'avoir un président qui changeait d'entraîneur tous les 3 mois. Et il l'a très mal pris.
Il m'a appelé, il m'a hurlé dessus, il m'a dit « Ah, j'ai pris de tes nouvelles quand t'étais... » Pourquoi je fais cette action à la con? J'ai pris de tes nouvelles quand t'étais malade. Donc du coup, comme il a pris de mes nouvelles quand j'étais malade, j'ai plus le droit de dire quoi que ce soit sur lui et de faire mon métier. Voilà, donc bon, ça s'est pas bien passé, et puis voilà, et puis maintenant, je suis persona non grata, enfin, une autre persona non grata, je dis pas que je suis interdit de séjour à la Beaujoire, puisque j'y étais il y a 2 ans pour le match contre Strasbourg. J'ai pas pu y aller l'année dernière parce que j'étais malade, mais je retournerai si je suis pas malade pour Nantes-Strasbourg cette année, mais enfin, c'est vrai que j'ai pas une envie folle d'aller voir le FC Nantes, même si j'ai d'excellents rapports avec Antoine Kombouaré. Alexandre Nadalojo me dit « Yvan Guessant fait une saison magnifique avec Nice, très impactant dans le jeu, auteur de 8 buts, 4 passes décisives. La saison d'Yvan Guessant était sous-cotée, sachant qu'il est pour moi le meilleur avant-centre, même s'il est parfois décalé à droite chez nous avec Jonathan David cette saison. » Bon, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Guessant, effectivement, est très bon cette saison. Il est puissant, il est rapide, il est adroit face au but. Alors c'est vrai que parfois il joue là comme à Reims, il joue sur un côté parce que c'est mieux de jouer avec Guessant sur un côté qu'avec Gaëtan Laborde. Il a mis du temps à éclore, hein, on se souvient qu'il a été prêté à Nantes, mais là vraiment il a pris une nouvelle dimension et ouais, je suis très content de ça. Pierre Cliep me dit « À titre perso, j'adore les vidéos sur des sujets hors d'actualité que tu as commencé à faire. N'avais-tu pas prévu initialement de faire un deuxième face à Pierrot dans la semaine? Est-ce que j'ai loupé une annonce comme quoi ça ne se ferait pas? Vas-tu alterner ?» Écoute, à partir du moment où j'ai décidé de faire ces dossiers décalés de l'actualité, c'est le jeudi. Donc si je devais faire un deuxième face à Pierrot, ce serait le jeudi aussi. Faut pas oublier qu'il y a les semaines de Coupe d'Europe, donc on va, je sais pas. J'ai pas envie non plus d'avoir de contraintes par rapport à cette chaîne. Je fais un peu ce que je veux quand je veux, donc voilà quoi. Mais effectivement, il y avait cette possibilité de faire un deuxième face à Pierrot, mais j'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous préférez, des dossiers ou des face à Pierrot, ou que j'alterne? À vous de vous exprimer, c'est la démocratie qui parle. Johnny Domar me dit « Sur ta page Facebook et sur ton profil YouTube, tu donnes le lien de ton site internet www.pierrotfoot.com, mais ce site n'est pas à jour depuis 2022. As-tu des projets sur ton site ou vas-tu le laisser à l'abandon ?» Ce site ne m'appartient pas, il appartenait au regroupement de plateformes qui m'a employé 1 an, juste après mon départ de Canal, et qui m'a arrêté parce qu'il trouvait pas de sponsor et puis parce que il y avait encore l'histoire de l'accusation de l'hôtesse au Parc des Princes et que ça commençait à faire beaucoup sur ma tronche. Donc effectivement, ce site n'existe plus et effectivement, je vais le faire ôter de ma page de Facebook. Nicolas Young me dit « Seriez-vous pour le fait de supprimer la VAR ?» Non, je ne serais pas pour le fait de supprimer la VAR, parce que on voit que quand il y a des matchs où il n'y a pas la VAR, on la regrette. Pour la 1000e fois, le problème, c'est pas la VAR. La VAR, c'est un outil technologique. Je veux dire, le problème, c'est la lecture que les humains font de la VAR. En fait, la VAR a créé une nouvelle forme d'incompétence. Mais non, la VAR, en soi, c'est plutôt une invention qui devrait être utile à chaque fois. Pierre Cliep me dit « Si tu avais le choix entre revivre tes plus belles années à Canal ou tout déchirer sur tes vidéos YouTube, que choisirais-tu et pourquoi ?» Je choisirais de revivre mes plus belles années Canal. Hein. D'abord parce que je ne vous cache pas que financièrement, ça n'a quand même pas grand-chose à voir. Et puis c'était chouette, quoi. Mes années Canal, c'était chouette. C'est que des bons souvenirs à part la fin. Pierre Cliep encore me dit « Question perso, tu dis souvent que tu n'aimes pas conduire et qu'il te faut donc des belles voitures pour prendre du plaisir sur la route. As-tu déjà roulé en moto ou tout autre de roues motorisées? Si oui, lesquelles? » Non, jamais, j'ai peur. J'ai déjà peur à vélo, donc moto, c'est même pas envisageable pour moi. Alors peut-être un scooter à 3 roues à la rigueur, mais bon, c'est pas d'actualité du tout. Effectivement, oui, j'aime pas conduire et j'ai longtemps eu besoin de belles voitures quand je visais, parce que justement je pouvais pas, c'était déjà pas agréable de conduire pour moi, alors si en plus c'était pas dans une belle bagnole,
Mais bon, c'était une époque où je travaillais à Paris, en habitant à 45 km de Paris. Aujourd'hui, voilà, moi j'ai ma petite vie pépère, j'ai plus besoin d'une grosse voiture. D'ailleurs, vous le savez, j'ai un SUV BMW que je vais fourguer dans les mois qui viennent pour prendre une beaucoup plus petite voiture. Antonio Mendoza me dit, pensez-vous que le fait que De Zerbi ne parle pas encore français soit un mauvais signe pour sa présence à Marseille l'an prochain? Et apprendre une langue, surtout quand tu as un certain âge, ça se fait pas en claquant des doigts. Et puis je pense que De Zerbi est très très impliqué dans son travail et qu'il a peut-être pas le temps de prendre des cours. Voilà, Luis Enrique, même si j'ai été surpris de le voir parler français à des journalistes avant un début de conf de presse, voilà, je pense qu'ils ont d'autres choses à faire, mais que ça ne... Non, ça ne joue pas sur leur... c'est pas une question une preuve de motivation ou pas. Thomas Michel me dit, j'ai vu Sissoko avec Saint-Étienne prendre rouge direct et 5 matchs de suspension pour un coup de coude contre l'OM. Comment expliques-tu qu'Aleta Sarr, pour un même coup de coude au visage totalement volontaire sur Camara, face à Brest, ne prenne qu'un simple jaune? Le problème, c'est que même si Aleta Sarr avait pris un carton rouge, il n'aurait pas pris 5 matchs. Le problème, c'est que la commission de discipline de la Fédé est beaucoup plus sévère que la commission de discipline de la Ligue. Et c'est un problème parce que il n'y a pas d'équité des jugements. C'est tout. Hein. Pierre Liep me dit, tu as pu voir les propos de CR7 et de Neymar sur la Ligue 1 et la Saudi Pro League. Arriverais-tu en toute objectivité à dire laquelle de ces deux ligues est la meilleure? Alors non, je ne peux pas en toute objectivité parce que j'ai jamais regardé un seul match de ma vie de ce championnat. Maintenant, que ce soit Ronaldo ou Neymar, ils prennent tellement d'oseille qu'ils vont pas en plus dénigrer et cracher dans la main qui les nourrit. Donc, enfin, je pense que c'est leur jugement à eux qui est faussé. Je pense que la Ligue 1 est beaucoup plus physique et beaucoup plus difficile sur le plan d'un meilleur niveau sur le plan défensif. Tu as 92-36 me dit, comment juges-tu ton nombre d'abonnés sur ta chaîne et son audimat? Je suis surpris par si peu d'engouement. À quand un bouquin compilant tes histoires et des anecdotes? Alors bouquin, non. Si je dois faire un bouquin, ce sera sur mes histoires d'accusations d'agression sexuelle, parce que bon ben voilà, mais bon, j'attends encore qu'il y ait une décision de justice qui soit prise avant de lancer ce livre. Comment j'explique? Je sais si peu d'engouement, je sais pas. Moi, ça fait que 3 ans que je suis sur les réseaux. J'ai pas de pub. Moi, je fais ça un petit peu dans mon coin, presque en dilettante. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce que t'es surpris que ça marche de mieux en mieux? Toi, tu t'es surpris par si peu d'engouement. J'avoue que j'ai pas d'avis sur le sujet. Lucas Dantès me dit, tu avais ton projet de film qui n'a pas abouti, tu nous as expliqué pourquoi. Serais-tu tenté de l'adapter sous un autre format où tu aurais davantage de contrôle, livre, BD, sur YouTube, il y a différents formats? Non. Non, parce que dans tous les cas, ça vaut qu'il faille un éditeur, un dessinateur, parce que si c'est moi qui dessine, vous aurez du mal à reconnaître quoi que ce soit. Et voilà, c'est toujours pareil, qui va parier sur un mec qui accuse d'agression sexuelle? Chris me dit, au vu de la décision de la DNCG pour Lyon qui est maintenue, pensez-vous qu'ils peuvent se sauver avec les ventes prochaines? Ils ont tout intérêt, parce que je pense que la DNCG va pas les lâcher. Je trouve ça extrêmement dommage. Maintenant, encore une fois, tout ce que fait ce John Textor me paraît infiniment louche. Donc voilà, j'espère que... Et je partage les inquiétudes de Jean-Michel Aulas, par exemple. LFJ87 me dit, au-delà de toute considération personnelle, tu avais maintes fois répété que le management de Julien Stéphan à Rennes était extrêmement médiocre, pour ne pas dire plus. Mais force est de constater que Sampaoli ne fait absolument pas mieux. Depuis son arrivée, là, on s'en fout, on ne voit pas le début d'une amélioration. Ou alors, quel est le problème? Les débuts calamiteux de Sampaoli ne viennent-elles pas tempérer la prestation de Stéphan? Et le problème de Stéphan, c'est que c'était déjà pas terrible la saison dernière depuis son retour, et que son retour a entraîné une cascade de départs de joueurs français majeurs. Terrier, Lefebvre, Bourigeaud, les frères Doué. Quand je vois Guéladoué avec Strasbourg, je me dis quand même que il manque beaucoup au Stade Rennais. Si
le Stade Rennais est devenu une volière, c'est à cause de Stéphane. Après, il y a le recrutement catastrophique de Massara, qui lui, par contre, passe à travers toutes les gouttes. Et un Sampaoli qui, moi, me semble totalement aux fraises, qui est arrivé là-dessus. Donc, effectivement, c'est un conglomérat d'incompétences. Julien W 5MS, me dit pendant votre passage à Canal, vous avez croisé Franck Sauzet. Quel regard avez-vous sur le consultant et l'ancien joueur? Après lui, j'ai l'impression qu'on n'a plus retrouvé ce profil de joueur avec une énorme frappe de balle. Alors, j'ai pas tant croisé Franck que ça quand on était à Canal, parce que il était dans le sud et il montait pas. Mais j'ai super bien connu Franck Sauzet, joueur, que ce soit à Sochaux ou à Marseille. On était très proches, très très proches, pour des histoires même personnelles que je ne raconterai pas. C'était quelqu'un de très gentil, mais d'influençable, et qui n'a pas été très heureux dans une partie de sa vie privée. Effectivement, son profil de joueur avec une énorme frappe, c'est effectivement quelque chose qui est aujourd'hui dépassé. Enfin, pas dépassé, mais qui n'existe plus. Luca Dentes, peux-tu s'il te plaît, nous donner ton sentiment sur l'affaire Olmo? C'est à mon sens un déni d'équité, un scandale, un de plus pour ce club après l'affaire d'arbitrage notamment. C'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'en Espagne, le Real et le Barça font à peu près tout ce qu'ils veulent et que les autres non. Je veux dire, Laporta, c'est vrai, hérité d'une situation très compliquée après Bartomeu à Barcelone, mais que le fait de dépecer le club de plein de ses ressources pose quand même problème. Finalement, ils ont tapé à une porte qui a décidé d'autoriser la qualification d'Olmo. C'est vrai que c'est compliqué, c'est surtout incompréhensible qu'un club de cette dimension-là soit dans de telles difficultés financières. Moi, je trouve ça plus triste qu'autre chose. Lord Sinclair me dit « Toulouse-Strasbourg, même si tu n'aimes pas la règle actuelle du hors-jeu, peut-on saluer les 3 interventions de la VAR qui a corrigé 3 erreurs de l'arbitre central, même si ça se joue à peu de choses à chaque fois. » Voilà, tout à l'heure on me demandait si j'étais pour ou contre la suppression de la VAR. Voilà un match où la VAR a pris toute son importance. Alors effectivement, le Emega est hors jeu avec la règle qui moi me paraît toujours absurde aujourd'hui, mais effectivement son genou est un petit peu devant. Mais voilà, moi je trouve ça ridicule. Mais bon, effectivement la règle est respectée. Comme la faute de Santos est effectivement en dehors de la surface et ne méritait pas le penalty qu'avait accordé l'arbitre avant. Et puis effectivement, McKenzie, alors le ralenti est de très mauvaise qualité sur cette action. Je pense effectivement que le but de Magri a été logiquement refusé pour hors-jeu. Donc voilà, effectivement... Et pourtant, c'était Stéphanie Frappard à la VAR. Hein. Mais non, c'était plutôt une série de bonnes décisions. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un petit débrief de la Coupe et notamment de Marseille-Lille. On se retrouve mercredi pour les autres matchs de la Coupe. Jeudi, les dossiers de Pierrot sur Arsenal et on retrouvera vendredi les pronos légendaires. Enfin bon, bref, une belle semaine devant nous avant une encore plus belle semaine avec le retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne journée. Bye bye. Bis.